Le Centre d'écologie urbaine existe depuis 1996. On est une organisation qui s'attelle à transformer les quartiers avec les résidents qui y vivent. On a trois grands champs d'expertise. Premièrement, la démocratie participative et la citoyenneté. On va en parler principalement aujourd'hui. Sinon, il y a le verdissement et l'agriculture urbaine. On a fait des dizaines de projets dans les dernières années partout à Montréal et dans la région de Montréal. Puis finalement, il y a aussi l'aménagement urbain et les transports actifs. Actuellement, on est en train de travailler avec la Ville de Montréal à un programme qui s'appelle le programme des rues piétonnes et partagées. On veut transformer 5 espaces de rue en place publique. La ruelle verte, c'est un changement physique à la base. On transforme un espace minéralisé avec un peu plus de verdure, mais au-delà du changement physique, c'est un changement social. Il y a des gens qui vont l'utiliser pour le sport, d'autres pour le jeu, d'autres pour se rencontrer. Donc, à la base, c'est un changement physique, mais qui supporte des activités sociales. Il y a diverses possibilités d'implication. On peut participer à la programmation dans une ruelle verte. On peut participer aussi à l'implication concrète dans les travaux, prendre la pioche, prendre la pelle. Ces lieux, finalement, fondent l'identité collective. C'est des lieux à partager. L'espace public, c'est notre bien collectif. Il faut en faire bon usage. 2 projets qu'on a pour lancer un peu la balle. Donc, sous les pavés. Sous les pavés, qu'est-ce que c'est? C'est transformer des lieux minéralisés en lieux verdis à l'aide des citoyens. On fait ça à la main, il n'y a pas de machinerie. C'est un projet qui va être déployé au Québec dans les prochains mois, dans 12 sites partout au Québec. Et ici, on a fait un peu un projet pilote, le premier, dans une coopérative à Anjou, un quartier de Montréal. Et très rapidement, quand on est arrivé dans la planification du projet, on s'est buté à un règlement. On s'est buté à un règlement qui est le suivant. Il fallait absolument avoir une case de stationnement par logement. Donc, il y avait 8 places de stationnement pour 8 logements. Donc, on était prêt à aller en plein de vie. On était prêt à faire les travaux. Finalement, on a vu que la réglementation municipale ne permettait pas de changer. Donc, on a dû faire un arrêt sur notre projet, passer au conseil et ils ont retiré cette disposition-là d'avoir une obligation du stationnement pour chacun des logements. Donc, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, c'est 30 bénévoles qui se sont impliqués pendant une journée. Tout a été fait à la main, à part le sillage de l'asphalte. Donc, c'est 120 mètres carrés d'espace qui ont été transformés d'asphalte à jardin. Donc, c'est vraiment un exemple concret de comment on peut transformer des milieux de vie. Encore une fois, ce n'est pas seulement le lieu physique, c'est le lien social qui a été créé par ce projet-là. Un autre projet un peu plus en grande envergure. Jadis coulait une rivière à cet endroit. Elle a été encabanée dans un tuyau de béton et la capacité portante ne permettait pas de construire. Donc, on a fait ce qu'on fait, on a pavé et c'est devenu une ruelle d'une 20aine de mètres où est-ce qu'on entreposait des automobiles, des VR, des sofas et ça donnait finalement un nom au lieu. Un lieu qui est au cœur, en fait, du quartier Saint-Henri, entre un centre communautaire et un parc. Et on a accompagné l'arrondissement du Sud-Ouest dans la consultation des citoyens. Donc, des gens qui stationnaient leur automobile de manière gratuite pour une durée indéterminée, on devait leur dire que ça allait ressembler à ça, finalement. Qu'on allait changer les règles, changer les normes en conservant la circulation automobile sur du pavé alvéolé, mais qu'on allait créer un lien entre le centre culturel et le parc du lac à la Loutre. C'était un lac à la Loutre dans le passé. Donc, voilà deux projets en rafale pour commencer. Notre mission, on ne se prend pas pour de la marde, c'est de construire les villes de demain. Et j'ai oublié le mot « ensemble ». On construit ensemble les villes de demain. On désire des villes plus démocratiques, écologiques et en santé. Ce qui nous guide, c'est l'échelle humaine. L'échelle humaine a 2 volets. Premièrement, l'échelle humaine. On mesure tous entre 1,60 m et 2,10 m. On marche à 5 km/h. On a 5 ou 7 sens. On a des différentes formes d'intelligence. On se ressemble plus que ce qu'on pense finalement entre des gens qui sont en Chine, en Argentine ou au Québec. On a cette unité-là qui est l'échelle humaine, notre échelle, notre corps. Deuxièmement,
Je rêve aussi d'une ville avec l'échelle humaine dans les processus de participation, où est-ce qu'on peut influencer les décisions qui touchent notre milieu de vie, où est-ce qu'on peut avoir une proximité avec le pouvoir, où est-ce qu'on peut influencer finalement le développement de son milieu de vie, parce qu'il y a tellement d'influence sur nous. On est un produit de notre environnement. Avant d'aller plus loin, jadis, j'avais 21 ans et j'ai pris cette photo. C'est devenu la page couverture de notre guide sur l'urbanisme participatif, qui est disponible à l'entrée. Et sinon, il est disponible gratuitement en ligne. L'urbanisme participatif, finalement, c'est un mélange entre deux concepts. Un fameux diagramme de Venn, pour mixer ça. Donc, on parle de planification, il y a un vocabulaire, il y a un jargon à l'urbanisme, il y a de la réglementation. Chaque beau principe doit, à un moment donné, se transmettre par un seuil, par un numéro, par un nombre de mètres par quelque chose ou un nombre de... Donc, c'est assez particulier d'avoir ce langage-là à adopter, à vulgariser. Sinon, participatif, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend qu'il y a des savoirs d'usage. Les gens ont des savoirs, ils utilisent de manière répétée un environnement. Moi, comme professionnel, je ne passe pas à chaque jour porter mon enfant devant cette école-là. Le parent, lui, a une connaissance, une perception, une sensibilité. Des fois, ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Il faut aller chercher cette... La ville est un espace vécu, est un espace lié au sentiment. Ce n'est pas mathématique. Finalement, c'est une rencontre entre deux savoirs. Le savoir des professionnels puis le savoir des citoyens que je viens d'expliquer. Il y a aussi un autre savoir qui est intéressant pour les citoyens, c'est le savoir militant. Le savoir de pouvoir influencer, prendre la parole en public. C'est des savoirs qui sont intéressants à aller chercher dans les processus de participation publique. En haut, on a un processus consultatif. On concentre toute la relation avec le public en une seule rencontre. Donc, les professionnels agissent de leur côté et en fin de processus, on va chercher le retour des citoyens. Souvent, ça mène à des questions et des préoccupations. Un processus participatif qu'on voit en bas, il y aura plusieurs moments auxquels on va aller chercher le input des citoyens, on va aller chercher leur avis, on va leur proposer des solutions, ils vont nous revenir avec leurs commentaires. Il y a aussi une échelle de participation. Parfois, on va informer, consulter, recueillir de l'information. Parfois, on va aussi on va engager, on va négocier avec le public. Je ne dis pas que le niveau 1 n'est pas bon. Le niveau 1 fait partie du continuum de participation publique, mais ce n'est pas suffisant d'informer. On devrait tendre vers une diversité de niveaux de participation dans les projets d'aménagement. Sinon, il y a aussi diverses façons de s'impliquer. Il y a des gens qui vont vouloir réfléchir, proposer des solutions. D'autres, on va leur donner une pioche, puis ça va être quand ils vont avoir la pioche dans la main qu'ils vont s'impliquer. D'autres vont aller faire du porte-à-porte. Donc, il y a diverses manières de s'impliquer dans les projets d'aménagement. Il suffit d'offrir différentes possibilités pour les gens de s'impliquer. Alors, voilà l'introduction sur un peu l'approche qu'on a, l'approche qu'on veut insuffler dans toutes les villes du Québec. On va se concentrer sur 3 projets principalement. Le quartier Saint-Marc à Shawinigan, à un jet de pierre d'ici. Le projet Transforme ta ville et finalement le budget participatif. Numéro 1. Le quartier Saint-Marc, c'est un quartier défavorisé, à côté d'ici. Un ancien quartier ouvrier qui a beaucoup souffert le départ des entreprises et des industries. C'est à 500 mètres d'ici, l'autre côté de l'intersection pas possible, juste là. En 2013, je suis venu faire une formation dans le quartier Saint-Marc sur l'aménagement urbain participatif, puis la promotion du vélo et du cyclisme. J'ai vu quelqu'un dans la salle qui était là, un homme aux cheveux noirs. Je me rappelle de ton visage. On n'a pas eu le temps de se parler. On va se parler tantôt. Je suis vraiment content de savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis. Il y a diverses initiatives liées au développement social, l'aide aux aînés, l'employabilité, la formation. Nous, on a amené, dans le cadre du projet Réseau Quartier Vert, le volet aménagement urbain, piétons, cyclistes, comment on peut attirer les gens dans l'espace public, dans les parcs, les rues.
On a commencé par ce qu'on fait. Voilà un peu un plan. Le quartier Saint-Marc, c'est l'autre côté de l'intersection, pas possible, qui est juste en bas d'ici. On a commencé par faire diverses activités de participation citoyenne, ateliers de travail citoyen, marche exploratoire, sondage. On est allé voir c'est quoi les commentaires que les gens ont sur leurs différents déplacements. Il y a 3 constats qui sont sortis de ça. Premièrement, le marché public pourrait vraiment être optimisé. On veut être proche du marché public, rencontrer des gens. On a aussi ciblé la rue Saint-Marc, qui est une ancienne rue commerciale, qui a tous les atouts d'une rue commerciale vibrante, mais qui actuellement est un peu morte. Puis finalement, on a ciblé 10 intersections où les piétons se sentaient peu ou pas en sécurité. On a pris cet input-là des citoyens, on est allé un peu fouiller de manière plus précise, aller chercher des données sur ce qualitatif-là. Le marché public, c'est un lieu qui était apprécié, c'est un pôle qui dépassait les limites de Shawinigan. Il y a des gens de partout qui vont consommer. Il y a absence de support à vélo. Il n'y a pas vraiment de lieu où on peut consommer de manière... Il faut acheter un produit pour pouvoir être sur la terrasse qu'on voit à l'écran. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait peut-être pas transformer certains espaces de stationnement autour du marché public, tant ceux sur la rue que ceux dans le stationnement public qui est en face? Et là, bien sûr, on a eu « no parking means no business », hein? On connaît la fameuse maxime, pas de stationnement, pas d'affaires. Donc, on s'est fait regarder en disant, mais là, on ne peut pas vraiment enlever le stationnement. Les gens viennent en voiture, ils viennent de partout de la région. Donc, on a été en contact avec des gens du cégep local, puis on a fait une étude de stationnement pour savoir combien de places étaient véritablement utilisées. Donc, on a sur la carte ici, les espaces plus foncés sont utilisés très souvent et ceux très pâles sont utilisés peu souvent. Donc, on est arrivé très rapidement au fait qu'un tiers des espaces étaient simplement pas utilisés. Donc, ça a été un désir citoyen, on l'a documenté, on est allé chercher des données qui appuient ces constats-là, puis on est arrivé avec des propositions. Il y avait un problème un peu avec l'aménagement de l'intersection. On voit le passage pour piétons, on voit l'intersection, mais la sortie du marché était entre les deux. Donc, systématiquement, les gens sortent, traversent au milieu, et ça crée un enjeu de sécurité. Donc, on s'est dit comment on pourrait travailler sur le problème au niveau de la sécurité piétonne, puis travailler sur la rétention des personnes autour du marché. Donc, on a proposé diverses méthodes. La première méthode que je voyais, c'était d'installer du côté du marché public des gens de terrasses publiques qui pourraient permettre aux gens de s'asseoir, de prendre une pause, de consommer à l'extérieur et qui orienteraient les gens vers l'intersection ou vers le passage piéton et qui arrêtaient de passer de manière intempestive entre les passages prévus à cet effet. Sinon, on a proposé aussi d'aménager certains îlots verts dans le stationnement qui permettraient en fait de réduire les îlots de chaleur puis aussi de rendre ça un peu plus vert et attractif. On s'en est tiré finalement sur 4 stratégies. 4 stratégies pour favoriser le transport actif puis l'occupation du domaine public. Je vais vous montrer un peu certains changements qui ont été faits depuis. Je remercie Suzanne Marchand du service d'urbanisme de la ville de Shawinigan, qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous, qui m'a un peu pisté sur qu'est-ce qui s'était passé depuis qu'on a fait ce projet-là il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, premièrement, quand on parle de changer les règles, le service d'ingénierie de la ville de Shawinigan planifiait refaire la rue Lambert à l'identique. Ils ont discuté avec les services d'urbanisme en disant est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter des espaces verts? Et chose qui a été faite. Donc, c'était prévu de simplement refaire à l'existant. On a prévu une bande verte qui va pouvoir accueillir des centaines de fleurs peut-être à un moment donné, mais pas pour l'instant. Donc, on voit changer les règles, c'est aussi entre les services municipaux, d'échanger de l'information, d'échanger des visions. Ça, c'est un exemple très précis. Sinon, la murale. Donc, comme beaucoup de quartiers faits avant les années 50, Saint-Marc a des ruelles partout. Ces ruelles-là étaient utilisées pour plein de choses. Maintenant, elles sont moins utilisées. Il y a des citoyens qui ont dit pourquoi on ne pourrait pas remettre en valeur certaines ruelles avec des murales. Donc, on a dit très bonne idée, pourquoi pas? On pourrait proposer ça, même qu'on avait un petit peu d'argent pour payer la peinture.
Et on est arrivé très rapidement au constat que c'était interdit de faire des murales dans les ruelles. Donc, une règle qui avait été faite de manière tout à fait avec des bonnes intentions, dans une autre époque, et qui aujourd'hui nous empêchait de finalement égayer celui-là de la ville. Donc, il y a eu des délais de 2 mois. Le conseil a aboli cette règle-là et ça a été possible après de faire des murales dans les ruelles. Donc, première. Sinon, cet îlot-là était une plaque d'asphalte, craquée, endommagée. Est-ce qu'on la refait à l'identique ou on change un peu? C'est pas grand-chose, c'est un banc, un arbre, mais c'est une invitation à s'arrêter. C'est une invitation à se reposer, c'est une invitation, qui sait, à saluer un voisin. Et finalement, le parc des 3L, c'est un parc qui est un peu moribond, les équipements étaient endommagés. Le premier pas qui a été fait par la communauté, c'est vraiment de constituer un jardin communautaire, donc de débuter... Oh, on ne s'entend pas ici sur les définitions, donc vous m'excuserez, le communautaire, collectif ou populaire. Bref. Les gens jardinent, les gens se rencontrent. Au-delà de l'aménagement, il y a des rencontres sociales, il y a de l'échange d'informations, de l'éducation. C'est comme ça qu'on constitue des communautés actives et mobilisées. Donc, les faits saillants, en fait, de ce qu'on peut voir avec le projet de Shawinigan, c'est de saisir les opportunités pour agir. Il n'y aura pas de plan parfait là, qu'on va tout pouvoir mettre en place, un master plan, un plan masse qui va tout régler les problèmes. La ville s'est édifiée de manière incrémentale, de manière couche par couche, projet par projet, personne par personne, intérêt par intérêt. Donc, de commencer avec des petites réussites aussi, d'évaluer les actions, puis d'offrir diverses possibilités d'implication pour les citoyens. C'est vraiment quelque chose de gagnant. 2. Transforme-ta-ville, c'est venu d'un rêve un peu fou, finalement. Que feriez-vous avec 500 $ pour améliorer votre communauté? Il y a une mouvance, vous la connaissez sûrement, c'est l'urbanisme tactique, des interventions rapides, à faible coût, qui marquent l'imaginaire. Ça, finalement, c'est le résultat de la recherche Google urbanisme tactique. Ça donne ça. Donc, des espaces urbains transformés, colorés, de manière éphémère, pour tester des transformations à l'espace urbain, puis apprendre de ça pour des aménagements temporaires. Donc, on voit principalement des espaces de chaussée qui ont été réduits, des espaces de jeu, de l'art public. Donc, on change l'espace qui est accordé à l'asphalte pour les gens, finalement. Les espaces publics, comme j'en ai déjà parlé, mais c'est des espaces qui sont gérés par l'État, appartiennent à l'État et ses mandataires, les villes, les organismes publics. J'ai une vision vraiment de l'espace public comme étant très large. C'est tant les rues, trottoirs, places publiques, abords d'écoles, les abords des centres sportifs. Tout espace qui n'est pas privé, finalement, est un peu l'espace public. C'est un peu notre richesse collective qu'on doit transformer pour répondre à nos besoins. Il y a plusieurs opportunités d'implication. La protection, la transformation, la gestion. C'est plein de manières que les gens peuvent s'impliquer dans la transformation de leur milieu de vie. Donc, on a lancé la question, que feriez-vous avec 500 $ pour améliorer votre milieu de vie? On a eu 150 propositions de petits projets. On en a retenu 62. On a ici une carte. Donc, c'était à Laval, à Montréal et un à Longueuil. Donc, on a financé ce 500 $ pour des matériaux, donc peinture, bois, plantes, mais aussi, on a mis en place aussi un espace de rencontre pour que ces gens-là puissent se rencontrer, puissent s'influencer, puissent se challenger. Donc, le but, c'est d'améliorer les espaces de vie, démontrer le potentiel. Par une intervention à court terme, on veut probablement attirer l'attention, on veut démontrer le potentiel, qu'est-ce que ça pourrait être si c'était permanent. Puis finalement, on veut encourager les élus à faire de même. Finalement, il y a 4 grands types d'interventions qui ont été retenus. L'art public, l'embellissement, le verdissement, l'animation, puis finalement, l'agriculture urbaine. Voyons 4 histoires de projets. Ici, on est au-dessus de l'autoroute des Carrés, une autoroute en tranchée.
Ce viaduc-là a été transformé par des écoliers de l'école Étoile filante. Ils devaient marcher entre l'école et la bibliothèque municipale par ce viaduc-là. Donc, ils ont construit les bacs, ils ont proposé de transformer cet espace-là avec un peu plus de gaieté. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que les pompiers viennent l'arroser aussi. C'était bien important que le camion vienne, qui arrose leur œuvre. Sinon, ici, le jardin de la Tortue, ça, c'est particulier. C'était un petit jardin populaire communautaire collectif qui était peut-être sur le tiers du terrain. Puis, ils ont utilisé le 500 $ avec plein d'autres subventions qu'ils ont eues de la quincaillerie locale, la pépinière. Donc, ça a été un peu une somme d'argent parmi d'autres qui leur a permis de vraiment comme tripler leur surface de plantation. Au-delà d'un espace, encore une fois, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'à chaque semaine, il y avait un atelier d'éducation sur les végétaux. Donc, encore une fois, je reviens là-dessus, je vais marteler, parce que c'est ça que je veux marteler dans la conférence. On change l'espace physique, mais on change les relations sociales. On change la manière dont les gens se parlent, se connaissent, se reconnaissent. Ça, c'est super important. Troisième petit projet, troisième histoire inspirante, le projet Vous êtes ici. C'est une piste cyclable, piste piétonne sur le bord d'une voie ferrée. Et un ébéniste a simplement construit ça. Il a aussi mis de l'argent de sa poche et il a construit cet espace-là pour s'arrêter. À chaque fois que j'y passe, il y a toujours quelqu'un dessus. C'est un espace, c'est un arrêt obligatoire pour tous les bambins de 6 à 11 ans, ou à 12 ans, ou même les plus vieux. Mais tous les bambins veulent grimper sur cette montagne et arriver au sommet. Aujourd'hui, Vous êtes ici a été déplacé ailleurs sur le sentier parce que l'ensemble de cette zone-là a été réaménagé pour faire des tables à pique-nique, chaises longues. Donc, c'était peut-être que ça a été l'étincelle qui a amené au projet de transformation de cet espace-là. Le dernier, mais non le moindre, le radeau de Duluth. Projet classique, ruelle verte. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que ça a été fabriqué de manière collective. Donc, c'est un atelier de tressage qui a été fait. Donc, les cubes sont tressés. Donc, la leader du projet est une designer. Et elle a vraiment amené tout le monde, les 20 personnes qui ont participé à l'installation, pour leur faire vraiment d'éducation, comment on construit, comment on calcule la charge portée pour pas que ça tombe après 3 jours. Donc, il y a vraiment ce transfert-là d'expérience et d'expertise dans les projets Transforme ta ville. On a aussi soutenu Transforme ta ville à Saguenay. Preuve que ce n'est pas seulement dans la métropole du Québec qu'on peut faire des projets Transforme ta ville. Brièvement, pour le contexte, donc c'est une ancienne voie ferrée dans le centre-ville de Chicoutimi qui, comme vous voyez, est aménagée et n'est pas aménagée. Donc, ils sont en train de, en fait, mettre de bout à bout un peu le sentier linéaire qui fait à peu près 3 km au cœur de Chicoutimi. Donc, on a travaillé avec la ville de Shawinigan par différentes activités professionnelles, citoyennes, pour définir quelles seraient les interventions à faire pour accélérer le projet. Puis, il y a eu vraiment un désir de pas seulement planifier puis proposer des idées, mais d'agir pour élargir le groupe de 15 personnes intéressées à 100. Et on a dit, bien, pourquoi pas faire un projet Transforme ta ville? Ça pourrait permettre à des gens de voir des résultats concrets, tangibles, rapides, et de pouvoir attirer d'autres personnes dans le centre-ville de Chicoutimi. Donc, il y a eu ces 3 projets-là qui sont finalement le Boa Fragoa, un fraisier dans un tuyau. Il y avait aussi les cabanes à oiseaux qui permettraient vraiment d'attirer la faune sur le sentier. Puis finalement, un genre de banc totem fait par un ébéniste local. Et on s'est dit, on va aller plus loin que ça, pas seulement l'été, l'hiver. Qu'est-ce qu'on va faire l'hiver? L'hiver, on a encore misé sur les oiseaux. Les gens ont misé sur les oiseaux avec des mangeoires hivernales, puis ils ont fait un concours de sculpture sur glace. Ce qui est le fun dans l'hiver, c'est que les sculptures sur glace peuvent durer pendant plusieurs semaines. Donc, ça a permis vraiment d'attirer l'attention par le quotidien local, puis d'attirer des gens dans le processus, parce que
Ce sentier-là ne peut pas se faire en 1 an, c'est 3 kilomètres, c'est souvent, comme vous avez vu, même pas aménagé, donc de garder le momentum au sein de ce projet-là. Et là, ça revient finalement à l'acupuncture. L'acupuncture urbaine. Des petites interventions ciblées à certains moments, parce que le moment est important. On pense des fois que le moment. Non, non. À 6 mois des élections, c'est important. Des petits projets. Donc, et comme l'acupuncture, hein, on pique sur le bras, des fois il y a un impact sur la fesse, on pique dans le cou. Donc, on sait peut-être que ces petites interventions-là vont avoir finalement un impact sur l'ensemble de l'état de santé de la ville. L'urbanisme tactique, donc 5 points clés pour finir le projet numéro 2. Donc, une vision. Hein? On agit à court terme, mais on a une vision à long terme. Des idées locales, des idées qui répondent aux défis locaux. Un engagement à court terme et une vision large, je me répète. Un bon coût bénéfice-risque, c'est peu risqué, mais les bénéfices peuvent être soit très grands ou soit inexistants. Ça peut ne pas marcher, hein? Il faut apprendre des erreurs. Puis finalement, le développement d'un capital social et d'une construction, de faire des petits projets-là comme ça permet en fait de pouvoir les répéter et les répliquer. Une petite pause encore. Le budget participatif maintenant. Aux élections de 2017, il y a des dizaines et des dizaines de conseillers municipaux à travers le Québec qui ont parlé de budget participatif, qui ont mis ça dans la plateforme électorale, qui ont dit on va faire comme Saint-Basile-le-Grand, Nicolet, Matane et Rimouski qui se sont engagés dans ces processus-là. J'ai été très content de voir ça et je les appelle tous depuis maintenant 6 mois. Donc, on voit les 4 grands budgets participatifs. Les grands, je parle parce que c'est eux qu'on connaît le plus, que je connais le plus. C'est eux qui documentent un peu leur processus. Donc, s'il n'y a pas de documentation, moi, comme chercheur, je ne peux pas. Fait que ça, c'est les 4 sur lesquels on s'est concentré. Le Centre d'écologie urbaine a accompagné la ville de Saint-Basile-le-Grand depuis 2014 dans cet exercice-là. Et Saint-Basile-le-Grand a pris une pause en 2017 pour évaluer et peut-être réenclencher le processus. Qu'est-ce que c'est un budget participatif? C'est un processus démocratique où des citoyens décident d'une manière dont le budget municipal est dépensé. Une partie du budget prédéterminée, c'est bien important. On se base sur l'intelligence collective et la logique collaborative pour transformer la ville, finalement. On se base sur nos potentiels, sur nos idées, puis on a l'audace de laisser les citoyens proposer des idées, les développer et les voter au final. À gauche, on a la participation traditionnelle. On est beaucoup dans une logique de participation individuelle. Hein. Je vais poser une question au conseil, j'ai une réponse. Le budget participatif permet en fait aux citoyens de s'inter-influencer. On voit à droite, les flèches ont 2 pointes. En fait, c'est la création d'un espace qui n'existe pas. Actuellement, cet espace de délibération-là n'existe pas. Donc, c'est un espace de délibération où élus, fonctionnaires, citoyens et organisations locales discutent de leurs besoins et proposent des projets pour y répondre. Il y a 4 grandes étapes, finalement. 4 grandes étapes, mais il y a des milliers de manières, parce qu'il y a des milliers de villes dans le monde qui font ce processus de budget participatif. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails de chacune. Le processus est vraiment sur mesure à la communauté, ses forces, ses faiblesses, son réseau communautaire. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a 4 grandes étapes reconnues. Premièrement, un brainstorm, une tempête d'idées, quels sont les besoins, comment on pourrait y répondre. Ça peut se faire en ligne, ça peut se faire par des assemblées par district, par exemple. Ensuite de ça, avec ces 500 idées-là, on crée un petit comité qui va essayer de comment on pourrait faire des projets qui répondent à ces idées-là, qui répondent à ces besoins-là. Ensuite de ça, on a la municipalité et ses professionnels qui viennent, premièrement, voir la faisabilité technique, budgétaire. Est-ce que c'est déjà prévu dans notre planification triennale, puis ça ne sert à rien de le proposer au vote? C'est déjà prévu. Donc, ça se pourrait très bien.
Et finalement, exposition et vote. Mais voyons plus en détail les différentes étapes. Donc, dans les discussions que j'ai eues avec plusieurs villes, on dirait qu'on escamote définir le besoin. C'est bien le fun de proposer des projets comme ça. Mais définir un besoin pour proposer un projet, c'est quand même assez important. Donc, la première étape, c'est définir les besoins, définir des projets. À Saint-Basile-le-Grand et dans les autres municipalités du Québec, on fonctionne, c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, de fonctionner par un dépôt de projet individuel. Donc, on voit, les gens ont le formulaire, déposent un projet. Les critères qui ont été retenus pour Saint-Basile-le-Grand étaient les suivants. Donc, eux avaient mis 200 000 de leur budget du programme triennal d'immobilisation dans le budget participatif. Donc, le projet, pour être admissible, devait être entre 10 000 et 200 000 devait une dépense d'équipement ou d'aménagement. On investit pour du dur, un investissement, pas des activités ou un budget de fonctionnement, et devait représenter une amélioration pour la communauté. L'étape 3, c'est, donc, il y a plusieurs possibilités. La première année, on a fait ça par un vote en personne à la bibliothèque municipale pendant 3 semaines. Donc, les gens étaient invités à venir voter. Il y a des municipalités qui décident de prendre un vote en ligne. Il y a quand même des enjeux avec cette façon de faire-là. C'est un vote préférentiel. Donc, exemple, il y a 15 projets sur le bulletin de vote. On prend nos 5 favoris, puis on vote 5 points, 4 points, 3 points, 1 point, puis celui qui a le plus de points remporte et réalisé par la municipalité. On va voir un peu quel type de projets sont faits dans les municipalités que j'ai nommées précédemment. Saint-Basile-le-Grand, à la première édition du budget participatif, ils ont réalisé une place publique entre l'église et la mairie. C'était un stationnement. Donc, un espace pour la communauté, un espace de rencontre, un espace qui va pouvoir être utilisé de centaines de manières durant les prochaines années. Ça, c'est un geste audacieux, c'est un geste d'aménagement, mais qui supporte des relations sociales. À Saint-Basile-le-Grand, la première année, il y a eu un vote de 503 personnes, qui représente 3,5 % de la population. C'est énorme. Pour un processus qui n'existe pas, qu'on crée de toutes pièces, le faire connaître, c'est quand même exceptionnel. À Matane, le projet qui a été retenu, c'est le centre de la famille Vire-Vent, qui est un centre, une maison de la famille finalement, qui voulait se doter d'équipements parce que l'hiver, c'est compliqué de faire bouger les enfants. Donc, dans un local au cœur de Matane, ils ont pu acheter du mobilier, du matériel pour les activités sociales pour les jeunes. Le deuxième projet était un parc de jeux d'eau. Donc, ils ont fait les 2 projets cette année-là. À Nicolet, c'est pas encore réalisé malheureusement, c'est cette année, mais c'est aménager le quai de la marina. Donc, actuellement, ça ressemble à ça. On parle de table à pique-nique, zone de plantation. On commence, 150 000, ça va vite. Hein? Donc, on commence avec des petites interventions sur la marina de Nicolet. Et finalement, Rimouski qui a débuté depuis longtemps la transformation de son front de mer par la promenade. Et le projet qui a été gagnant, c'est la plantation d'arbres sur le terre-plein. Donc, une centaine d'arbres vont être plantés sur le terre-plein. Donc, pour continuer dans la même veine de tisser le front de mer avec le centre de la ville. Donc, les conditions de réussite du budget participatif, et ça va me faire plaisir d'en parler avec vous de manière plus détaillée après la conférence. Donc, un engagement politique clair. On décide de mettre 200 000, on garde notre cap. Des ressources qualifiées. C'est un nouveau processus, une nouvelle instance de décision. Peut-être que les municipalités vont avoir besoin soit d'engager des ressources, soit de faire appel à des gens externes. Un processus de qualité, dans le sens que si on veut aller chercher des gens qui participent moins, il va falloir qu'on fasse différemment. On ne pourra pas se contenter d'inviter les gens à la mairie le mercredi soir, comme ici. Il va falloir aller où est-ce que les gens sont, dans les lieux publics.
dans les activités communautaires, pour aller les chercher, si on veut d'autres personnes pour faire différemment. On ne peut pas penser faire différemment si on utilise les mêmes moyens pour rejoindre les gens. Une information claire et complète. Le budget, ce n'est pas quelque chose qui est simple, c'est du jargon. Donc, on essaie le plus possible d'avoir de l'information qui est facilement compréhensible, utiliser du langage simple. Tout le monde utilise des budgets dans sa vie personnelle. On est capable de parler de budget de manière intelligible. Une reddition de compte, documenter, je ne dirais jamais assez, mais documenter les projets de budget participatif, c'est essentiel pour faire avancer la pratique, apprendre des erreurs des autres, puis finalement, de respecter l'autonomie du processus. Il y aura des erreurs, il y aura des écueils, il y aura des réussites. On se dote d'une marche à suivre, respectons-la. On fait des erreurs dans la vie, mais quand on fait des erreurs, on se remonte les manches, puis on continue. Sur ce, des ressources pour vos projets, bâtir des communautés actives, urbanismeparticipatif.ca. Je vous invite à visiter ce site web-là. Des outils, des exemples inspirants, 12 communautés au Canada, dont Chicoutimi et Saint-Marc, qui ont fait ce virage-là pour la mobilité active et pour la participation citoyenne. Je vous remercie.